La parole est à Monsieur Vigier, au président Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Depuis 2 ans et demi, nous n'avons cessé de dénoncer les fautes et vous avons alerté, Monsieur le Ministre, sans relâche sur les conséquences graves de vos décisions injustes socialement et inefficaces économiquement. Vous ne voulez toujours pas nous écouter et vous enfermez quelque part dans un déni de réalité. Alors, le constat que l'on fait au moment où nous avons la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014, ce PLFR qui clôt l'année 2014, signe malheureusement, je le dis avec beaucoup de gravité, l'échec de votre majorité qui a privilégié des choix de court terme, avec un matraquage fiscal important, et en préférant cela aux réformes d'ampleur et aux économies sur la dépense publique. Vos échecs sont patents, la dette explose, la croissance est nulle, les déficits dérapent, les dépenses n'ont jamais été aussi élevées et l'absence des résultats économiques et sociaux ont brisé la confiance de nos concitoyens. Tant les efforts demandés ont été importants et tant surtout ces efforts ont été vains. On est loin de pour maîtriser la dette, je rétablirai l'équilibre budgétaire en fin de mandat qui me sera confié, François Hollande au Bourget. La dette publique dépasse maintenant 95% du PIB, s'envolera à 98% en 2015 et le chiffre de 2000 milliards de dette vient d'être franchi. Moi, j'aime bien citer Didier Migaud qui nous dit une telle somme, ce sont plus de 30 000 € par Françaises et Français et 20 fois le coût de la construction de l'ensemble autoroutier et de grande vitesse ferroviaire existant actuellement. Cet objectif, Monsieur le Ministre, de réduction des déficits à 3%, promis par François Hollande pour 2013, ne sera pas atteint avant 2017. Ce programme de stabilité budgétaire, présenté ici même par le Premier ministre et qui avait inscrit cet objectif dans la loi, est désormais caduc. Vous savez que vous n'avez pas des mots assez durs pour rappeler que sur la mandature précédente, il y avait eu 600 milliards € de dettes en plus. Donc permettez-moi seulement de vous rappeler quels sont ces échecs qui sont les vôtres. Vous visez désormais un déficit public à 4,4 points en 2014. En augmentation par rapport à 2013 et aux 4,1%. Ce gouvernement, dans le PLFR, ne fait que prendre acte de ce dérapage, sans proposer aucune mesure pour le corriger. Bruxelles, d'ailleurs, a placé la France sous surveillance renforcée, ne nous a pas dit tout va très bien, Madame la Marquise, bien au contraire, et a demandé qu'il y ait des mesures supplémentaires qui soient prises dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, sous peine d'opposer un avis défavorable. Et d'ailleurs, pas plus tard que vendredi dernier, la Commission européenne a accordé à la France 3 mois pour présenter des réformes structurelles convaincantes. Il y a le mot convaincant, c'est-à-dire que sur tous les documents que vous avez adressés, ils ne l'avaient certainement pas été. Et disent-ils, propice à la croissance en vue d'améliorer la viabilité des finances publiques à moyen terme, ce n'est pas moi qui m'exprime, c'est la Commission européenne. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ces réformes structurelles, et je vous le dis, Monsieur le Ministre, nous les appelons de nos vœux depuis 2 ans et demi, au-delà des exigences de Bruxelles. Ce sont ces réformes qui sont des réformes courageuses qu'il faut mettre en œuvre pour préparer l'avenir du pays, pour lutter contre la dette, pour lutter contre les déficits, parce qu'on sait qu'avec dette et déficit, eh bien, on ne pourra pas renouer avec la croissance. Ces réformes, d'ailleurs, tout le monde les connaît sur tous ces bancs. La réforme de l'État, la réforme des collectivités territoriales, et pas celle à laquelle nous sommes en train d'assister, la réforme de la protection sociale et de la santé, la réforme du paritarisme, qui est un chantier qui n'est toujours pas ouvert, la transition écologique, la valorisation de notre ressource humaine sont autant de chantiers qu'il est urgent de lancer et sur lesquels, pour le moment, le gouvernement ne fait que piétiner. Sans ces réformes structurelles, Monsieur le Ministre, je suis prêt à prendre date avec vous aujourd'hui. Vous ne réaliserez pas les 50 milliards € d'économies annoncées dans le programme de stabilité. Et d'ailleurs, vous le savez vous-même. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a déjà exprimé. Et pourtant, mes chers collègues, derrière ces 50 milliards € d'économies, eh bien, c'est notre souveraineté budgétaire. Ce sont les banques qui nous prêtent tous les jours et on a la chance, une chance formidable que d'avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles qui nous permettent de minorer la charge de la dette. Et quelque part, derrière cette souveraineté budgétaire, derrière cet équilibre budgétaire qu'il faut atteindre, c'est la survie de notre modèle social auquel nous sommes tous attachés. Et comme ces réformes, vous ne les engagez pas, vous vous attaquez, et là c'était une attaque en règle, contre la politique familiale ou les retraites. Vous livrez également à des coupes sombres dans les collectivités territoriales
À l'UDI, nous avons dit que nous étions prêts à faire un effort pour diminuer ces dépenses, mais ce sont elles, Monsieur le ministre, qui vont recevoir moins de 11 milliards en moins. 11 milliards en moins d'ici 3 ans. Et vous verrez que ces 11 milliards, ça sera la moitié du pacte de stabilité. Donc la moitié de l'effort budgétaire, mes chers collègues, ce seront les collectivités territoriales qui le feront. Et d'ailleurs, vous ne distinguez même pas les dépenses à nouveau fonctionnement et celles dévolues à l'investissement, pourtant qui sont vitales dans les territoires pour accompagner l'emploi, pour apporter la cohésion sociale. D'ailleurs, même dans la lettre que nous avons adressée à Bruxelles, on a même expliqué que pour les 3 années qui viennent, les dépenses augmenteraient globalement pour les collectivités territoriales de 0,8%. Alors j'ai interrogé à 3 ou 4 reprises, Monsieur le ministre, votre collègue qui s'occupe des collectivités territoriales. Pas de réponse. Parce que lorsqu'on s'engage à 0,9 d'augmentation pour à la fois le fonctionnement et l'investissement, sachant qu'il y a une évolution mécanique du fonctionnement, que se passe-t-il? Ça veut dire qu'on inscrit dans le marbre, Monsieur le ministre, j'espère que ça vous intéresse que je vous raconte, que ça va baisser de 5% pour les prochaines années. Mais j'aimerais peut-être que vous me répondiez tout à l'heure, c'est un élément majeur parce que acter le fait de baisser les dotations aux collectivités et de massacrer l'investissement tel qu'on le constatera en 2016 et en 2017, nous vous aurons prévenu à plusieurs reprises. Et ne nous dites pas que nous sommes en situation d'irresponsabilité, car nous proposons, et nous l'avons fait d'ailleurs avec Charles de Courson l'année dernière, une baisse des dotations aux collectivités territoriales de 1,5 milliard par voie d'amendement. La rapporteure générale s'en souvient, je la remercie de bien vouloir le préciser. J'ajoute que l'effort demandé par l'État aux collectivités donc, est disproportionné par rapport aux efforts qui sont faits par l'État ou par le domaine, naturellement, de la sécurité sociale. Et comme, Monsieur le ministre, je sais que vous lisez beaucoup tous les rapports, j'imagine que celui de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales est un rapport que vous avez parcouru. Alors, dans ce PLFR, on assiste à quoi? Une évolution de la masse salariale qu'on ne contient pas. 688 millions d'euros en plus. Pourquoi? Mais pour une raison simple. On a abandonné la RGPP. C'était pas bien, ça avait été fait avant. Tout ce qui est fait avant, à la poubelle. Très bien. Et on a mis en place la MAP. D'ailleurs, la MAP, c'est un mot qu'on ne prononce plus. C'est un mot qu'on n'entend plus. À un moment, les ministres, Jean-Marc Ayrault, nous parlent beaucoup de la MAP. La MAP est oubliée. Je ne sais pas où elle est passée. Toujours est-il qu'il y a une dépense. Il y a toujours une dépense toujours plus importante de crédits pour les personnels et nous sommes inquiets, je tiens à vous le dire, pour les OPEX, soutenus sur tous ces bancs, inscrits à 450 millions d'euros et qui se termineront à 1,2 milliard. Il faut mettre les sommes en face. On ne vous en veut pas de dépenser de l'argent pour les OPEX. Dès l'année prochaine, d'ailleurs, nous demanderons solennellement, Monsieur le ministre, au gouvernement, d'inscrire dans le projet de loi de finances une somme pour les OPEX qui soit une somme réaliste. Et j'imagine que vous irez dans notre sens. Mais, Monsieur le ministre, ce n'est pas parce qu'on a fait des bêtises. Mais vous voyez, lorsqu'on fait des bêtises, il faut aussi... Ah, ben écoutez, accorder, Monsieur le ministre, que l'on puisse aussi tenir compte des erreurs du passé. Je pense qu'en termes de sincérité budgétaire, il serait bien d'afficher la bonne somme. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous sommes très inquiets pour la loi de programmation militaire. Si vous venez d'ailleurs d'écouter le chef d'état-major des armées, qui a dit que le compte n'y était pas. On nous raconte que... elle est préservée, elle n'est pas préservée. Et vous le savez très bien, parce qu'au fond de vous-même, vous êtes un honnête homme, et donc vous savez que ce que je dis est la vérité. Et ce n'est pas uniquement en affichant les redevances tirées des ventes des fréquences hertziennes en 2015 et en 2016 que vous arriverez à colmater les brèches. Donc, malgré les promesses du président de la République, réitérées, mes chers collègues, sur la loi de programmation militaire, là encore, les sommes inscrites malheureusement, ne seront pas au rendez-vous. Et c'est donc un vrai danger pour la souveraineté nationale de la France et puis pour toutes les opérations que nous faisons à l'extérieur. Donc, Monsieur le ministre, jamais les dépenses publiques n'ont été aussi élevées. D'ailleurs, Michel Sapin reconnaît maintenant que augmentation des dépenses publiques ne signifie pas obligatoirement retour à la croissance. Je suis content quand même qu'il y ait une conversion des socialistes sur ce thème. Mais dépenser toujours plus n'a pas permis, une fois de plus, comme vous le savez très bien, de faire en sorte que ce pays reprenne ce chemin de la croissance qui est tant attendu. Jamais les efforts demandés aux Français ont été aussi importants. Et ils pèsent, comme vous le savez, sur la compétitivité, et ils pèsent d'autant plus sur cette compétitivité que la TVA compétitivité qu'on avait mis en place, certes, qui n'était pas appliquée. Dès que vous êtes arrivé, vous l'avez supprimée. Vous avez mis en place le CICE, qui n'est pas assez puissant. D'ailleurs, le président a dit lui-même, l'autre jour dans la grande émission de télévision, qu'il supprimerait le CICE pour privilégier les baisses de charges sociales, patronales et salariales. C'est ce que nous avions proposé en 2012.
On perd du temps. La compétitivité des entreprises s'en trouve atteinte. Ça se passera comme ça, Monsieur le ministre. Mais de toute façon, vous n'aimez pas le CICE. Dans votre blog, vous aviez expliqué que ce n'était pas une bonne mesure. Je vous ai lu et je m'en souviens. Alors, je voudrais vous dire que si je vous dis tout ça avec force, c'est une semaine où les patronats sont mobilisés, les PME sont en grande souffrance, jamais les tribunaux de commerce ont eu manifestement autant de dossiers à régler, et quelque part, c'est la perte de la confiance. Et puis, quelque part aussi, ce matraquage fiscal, que ce soit des familles ou qu'il soit des entreprises, c'est le problème du consentement à l'impôt qui se pose. Et ce problème du consentement à l'impôt, c'est que nos concitoyens ont l'impression d'avoir beaucoup payé et pour autant les déficits publics n'ont pas diminué. Ils se disent mais où est l'argent? Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, il faudra vraiment, sur ce consentement à l'impôt, enfin refaire cette grande réforme fiscale qui seule sera capable de donner un véritable cap. Pour terminer, Monsieur le Président, chacun a bien compris qu'il y avait un ras-le-bol fiscal. Chacun a bien compris qu'avec ce projet de loi de finances rectificative, il y avait encore des dérapages budgétaires. Chacun a bien compris qu'on a envoyé à Bruxelles une copie qui n'est pas satisfaite. Mais chacun a bien compris surtout que derrière tout cela, c'est malheureusement l'échec de ce gouvernement qui reste figé sur un certain nombre de décisions qu'il a prises, qui sont des mauvaises décisions. Et l'UDI, en tant qu'opposant constructif, vous a toujours dit avec force et engagement qu'il fallait changer de politique. Je vous remercie. Merci. La parole